Bonjour à vous et bienvenue dans ce 138e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine, La Dernière Reine, album que l'on doit au talentueux Jean-Marc Rochette et aux éditions Casterman. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 138e épisode, il sera aussi question de l'arrivée en librairie de la seconde partie de Vernon Subutex, l'adaptation du roman de Virginie Despentes par Luz, un album sorti chez Albin Michel. De la sortie de l'album Le Ciel pour Conquête, que l'on doit à Yudori et aux éditions Delcourt, de la sortie de l'album Vénus à son miroir, que l'on doit au scénario de Jean-Luc Cornette, au dessin de Matteo, et c'est édité chez Futuropolis. La sortie de l'album Le Match de la Mort, que l'on doit à un duo espagnol composé de Pepe Galvez au scénario et Guillaume Esrich au dessin, le tout est édité chez Les Arènes BD. La sortie de l'album Une romance anglaise, que l'on doit au scénario de Jean-Luc Fromental, au dessin de Miles Hyman, et c'est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Et comme à chaque fois, nous terminerons par une réédition, celle du Dracula de Georges Bess, qui adapte ici le roman de Bram Stoker dans un ouvrage disponible aux éditions Glénat. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi, de bonnes futures lectures. Comme il y a 2 semaines, mais dans un style narratif et graphique totalement différent, c'est encore du rapport de l'homme avec la nature dont il sera question dans notre gros coup de cœur du 138e épisode du podcast Le Buller. Après nous avoir parlé d'alpinisme dans Aile froide altitude 3954, sorti en 2018, de la thématique du loup dans l'album sobrement intitulé Le Loup en 2019, le dernier venu, intitulé La Dernière Reine, vient conclure une sorte de trilogie qui entraîne le lecteur dans les montagnes qui sont si chères à l'auteur Jean-Marc Rochette. La Dernière Reine est d'ailleurs un titre qui ne dit pas le sujet de ce nouvel ouvrage, le lien de l'homme à l'animal, et plus précisément de l'homme avec les ours. Il s'agit d'ailleurs d'une cohabitation très compliquée, résultat de centaines d'années où l'homme s'est installé sur le territoire de l'ours, transformant son environnement et obligeant l'animal à se rapprocher des troupeaux, occasionnant régulièrement des dégâts considérables. Si cet aspect apparaît en creux du nouvel ouvrage de Rochette, il est aussi question d'un autre ours, un certain Édouard Roux, dont la grande carcasse et l'éloignement de la civilisation dès qu'il le peut le rangent dans cette catégorie. Ce tempérament mutique et solitaire, et une enfance qu'il a passée dans les montagnes du Vercors, en compagnie d'une mère qui se tenait à l'écart du village, en sont pour beaucoup dans son tempérament. On le découvre à 2 âges de la vie, dès les premières pages de cette histoire, tout d'abord prisonnier, prêt à être exécuté dans la prison Saint-Joseph de Grenoble, puis en 1898, alors qu'il est encore enfant, assistant à la redescente dans la vallée du dernier ours sur un brancard, lui qui vient d'être tué par le berger Tolosan. Quand les garçons du village s'amusent à jeter des pierres sur le plantigrade, qui gît sur la civière que tire un cheval, Édouard est prêt à casser la figure de ceux qui s'en prennent à l'animal que l'on exhibe comme un trophée. D'ailleurs, l'histoire nous apprend plus tard que cet ours, que l'on surnomme aussi la Dernière Reine, est depuis empaillé et conservé au musée d'histoire naturelle comme un trophée qui apparaît alors comme un témoignage des temps anciens. Puisqu'il faut avancer dans la chronologie, voilà qu'approche 1914 et sa drôle de guerre que vivra de l'intérieur un Édouard Roux, lui qui la terminera dans un hôpital complètement défiguré sur le côté droit du visage. Décidé à vivre une vie solitaire, le visage caché sous un voile qui le protège du regard des autres, il va connaître une renaissance grâce à Jeanne Sauvage, artiste parisienne qui fait des miracles quand il s'agit de réparer les gueules cassées. En lui rendant une identité, Jeanne Sauvage rend aussi à notre héros une envie de vivre, et les deux ne vont dès lors plus se quitter. Il faut dire que la demoiselle a un nom prédisposé pour s'intéresser aux animaux et accompagner Édouard dans sa montagne.
C'est ainsi que par un jeu d'aller et retour dans la chronologie, de déplacement géographique entre le Vercors et le tumulte de Paris, Jean-Marc Rochette nous montre une humanité capable du pire comme du meilleur. C'est que tout l'enjeu se cache derrière cette nature humaine, elle qui s'est donné le droit de s'installer partout sans jamais respecter son environnement en n'hésitant pas à faire disparaître des espèces entières. En ce sens, ce roman graphique de Rochette n'est pas sans rappeler tous les signaux d'alerte envoyés depuis une 50aine d'années sur la disparition du vivant, à commencer par les espèces sauvages. Ici, il le fait avec beaucoup de subtilité, en insérant cette réflexion dans une histoire profondément humaine, où la défense d'un environnement peut se payer parfois au prix de sa vie ou de sa liberté. Le dessin de Jean-Marc Rochette, aux teintes très sombres, se veut très expressif, bien qu'esquissant parfois les personnages et les situations, plutôt que chercher un semblant de réalisme. Comme sur les deux ouvrages précédemment cités, il aime à peindre la beauté des paysages d'une nature dans laquelle il a pris ses quartiers et dont on voit qu'il chérit le côté sauvage. Au centre de l'ouvrage, nous retrouvons cet ours que Rochette a sculpté avant d'attaquer l'album, une ours qui connaîtra le même traitement sous les mains d'une Jeanne sauvage, qui rend ainsi le plus bel hommage qui soit à ce majestueux animal. Au final, nous avons là une fresque sublime sur le rapport entre l'homme, l'animal et la nature, un album qui se déploie sur 240 pages, qui transportent et font réfléchir le lecteur. Ce sont les éditions Casterman, comme pour Elfroid d'altitude 3954 et Le Loup, qui publient cet ouvrage, une histoire dense et captivante, un titre qui interpelle et en cela, Jean-Marc Rochette se fait le porte-drapeau d'une nature sauvage qu'il convient de respecter et préserver. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Premier coup de cœur de cette seconde partie, et pas des moindres, le deuxième et dernier volet de Vernon Subutex, la superbe adaptation du roman de Virginie Despentes réalisé par Luz. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être que dans le 70e épisode de notre podcast, nous avions mis en vedette l'arrivée en librairie du premier tome, un album qui avait fait sensation à l'époque. C'est peu de le dire que cette seconde partie s'inscrit dans cette lignée, un second tome qui s'éloigne un peu du roman d'origine et qui est tout aussi captivant, que ce soit pour le scénario ou le dessin, que le premier. On y retrouve Vernon, personnage central de ce récit, autour de qui tout s'articule, à commencer par la bande de personnages qui se soudent autour de celui qui vit dans la rue, mais ne perd pas le magnétisme qu'il dégage. Ce magnétisme est renforcé par la musique que diffuse notre ancien disquaire, lui qui a récupéré le testament d'Alex Bleach dans le premier opus, un testament sous forme de sons hypnotiques, capable de mettre en transe ceux qui les écoutent. Ainsi, dans ce deuxième tome, la bande à Vernon va organiser de véritables rassemblements où, sans drogue, sans alcool et sans portable, les protagonistes vont passer les meilleures soirées de leur vie. Ces convergences, comme les appellent les membres du groupe, sont aussi des moments qui prennent une certaine coloration dans l'ouvrage, sur fond noir avec dessins à peine esquissés, à la manière d'un street artiste. Luz hypnotise à son tour le lecteur de cet album. Mais en parallèle de cette communion, le danger plane sur le groupe et il prend une double forme, celle de Dopalé, producteur prêt à tout pour mettre la main sur le testament de Bleach, et Max, vieux toxico, autant rongé par la dope qu'intéressé par l'argent. Si le premier va connaître une mésaventure orchestrée par Céleste et Aïcha, le second viendra apporter son coup de main au premier pour mettre la main sur les deux, contre argent sonnant et trébuchant, nous entraînant dans un monde que l'on prend le temps de découvrir, avec ses multiples personnages en couleur. Ce deuxième tome vient conclure l'histoire avec la même intensité que le roman d'origine de Virginie Despentes. Mettant en scène un Vernon et ses amis dansant dans un monde au bord du précipice, le héros apparaît ici en personnage quasi mystique, porté par la foule, dont les sons qu'il diffuse avec sa musique sont de nature à apaiser les âmes humaines. Avec un dessin brut, qui s'y à merveille avec la thématique de cet album, Luz nous fait pénétrer de plein pied dans cette histoire captivante, jalonnée par une playlist dont le titre des morceaux est à retrouver en fin d'ouvrage. En comptant les deux parties, ce sont pas moins de 660 pages qui vous attendent dans cette bande dessinée qu'édite Albin Michel, un diptyque incontournable et passionnant que l'on vous recommande plus que chaudement.
Dans un tout autre registre, que ce soit d'un point de vue graphique ou narratif, nous avons eu un coup de cœur envers un titre singulier qui s'intitule Le ciel pour conquête et qui est édité par la maison Delcourt. Dans cet album qui fait 336 pages, Yudori, autrice originaire de Corée du Sud, nous propose un voyage en Hollande dans une époque lointaine où l'homme n'avait pas encore investi les cieux, mais seulement mis la main sur les terres et les mers. On y retrouve une jeune femme qui répond au nom d'Amélie, femme de caractère, d'une ancienne noblesse, mariée depuis peu à un marchand qui n'a pas encore fait fortune, un certain Hans Aldebert. Si Amélie fait des envieuses, à commencer par sa servante, tant son mari est beau, de son côté, ceux qui l'attirent depuis un petit moment, ce sont les cieux, elle qui rêve de s'approcher de Dieu en s'élevant dans les airs. Aussi, toutes ces rêveries sont prétexte à imaginer un engin qui pourrait lui permettre de voler. Pour cela, elle observe avec attention les oiseaux ou les ossements des ailes de poulet qu'elle prépare pour son mari. Ce dernier doit d'ailleurs s'engager pour un voyage qui l'éloignera de son logis pendant plus d'une année, et quand il revient chez lui, il a emmené dans ses bagages une jolie jeune femme asiatique qu'il prétend avoir achetée. À la fois méfiante de cette rivale qu'elle trouve beaucoup plus jolie qu'elle et pour laquelle Hans voue une véritable passion, et heureuse de ne plus avoir à remplir ses devoirs conjugaux, Amélie se retrouve dans une drôle de situation qui ne lui fait pas perdre de vue le rêve secret qu'elle a en tête. À la faveur d'un épisode troublant, les deux femmes vont se rapprocher l'une de l'autre et apprendre à se découvrir, d'autant que la perspicace maîtresse a deviné le secret espoir que caresse en silence Amélie. Ainsi, deux rivales, elles vont devenir complices et mettre leurs forces en commun pour imaginer un engin capable de rapprocher les hommes des cieux, invention qui pourrait d'ailleurs faire les affaires du mari. C'est un récit très original et très touchant, féministe dans son approche, que nous propose Yudori, artiste qui s'était surtout illustré jusqu'à présent dans le format webtoon. Dans un style qui mélange les codes du manga et de la bande dessinée européenne, avec un dessin précis et expressif en noir et blanc, elle fait vivre au lecteur une aventure qui tient en haleine du début jusqu'à la fin de son histoire. Son récit est à la fois tendre, subtil, légèrement érotisé, jouant sur les oppositions des deux héroïnes, mises en scène pour mieux les rapprocher ensuite. Disponible depuis le 5 octobre dernier en librairie, voilà un album singulier que l'on vous recommande chaudement, un titre à retrouver dans un bel objet avec dos toilé et marque-page, qui aura belle allure dans une BD Tech. C'est l'histoire d'un tableau célèbre que nous avions envie de vous raconter à travers notre troisième coup de cœur, un album consacré au peintre espagnol Diego Velázquez et au tableau représentant la Vénus à son miroir. C'est d'ailleurs le titre de ce tableau qu'a retenu Jean-Luc Cornette, qui signe ici le scénario, et Matteo, qui signe le dessin, dans ce très bel ouvrage sorti récemment en librairie et qu'édite la maison Futuropolis. Ici, nous sommes transportés en 1649 en Espagne, pays où est né et réside le grand Diego Velázquez, qui travaille aussi au service du roi Felipe IV, en plus d'être le peintre talentueux que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs le roi en personne qui va envoyer le peintre espagnol dans la cité romaine la même année, voyage qui va déclencher l'histoire qui nous est racontée ici dans cet album. Il est demandé à Velázquez de ramener de Rome des originaux, des moulages de tableaux, de sculptures et de tout ce qui fait l'art incontournable de la future capitale italienne, dont les noms du Caravage, de Tintoret ou de David résonnent aux oreilles des puissants sur le continent européen. C'est ainsi que Velázquez part pour l'Italie en compagnie de son fidèle assistant, un certain Juan de Parera, esclave au service du peintre, mais dont la relation avec celui-ci s'est transformée en amitié avec le temps. En arrivant à Rome, Velázquez ne découvre pas seulement les grands artistes italiens de cette époque, il découvre aussi un art de vivre assez éloigné de la rigueur catholique qui prévaut en Espagne. S'installant quelque temps dans l'atelier du peintre Antonio Dominic Triva, Velázquez y réalise quelques toiles, dont une du pape Innocent X, avec qui le peintre entretient une relation privilégiée. Mais c'est surtout une rencontre, celle de la sœur de son hôte, une certaine Flaminia Triva, qui va terminer de convaincre le peintre et l'inspirer pour réaliser son premier nu, chose totalement interdite en Espagne alors. C'est ainsi que sous les pinceaux du maître espagnol et devant le regard du lecteur captivé par la beauté du dessin de Matteo, apparaît le célèbre tableau gardé à la National Gallery de Londres, La Vénus à son miroir. Brodant son récit autour d'une histoire réelle, le scénario de Jean-Luc Cornette permet de se replonger dans une époque, de redécouvrir un artiste
et de rentrer dans l'arrière-cour de la création d'une œuvre. Il en ressort au final un album aussi beau que passionnant à découvrir, un titre qui fait 88 pages et que l'on vous recommande plus que chaudement, à plus forte raison si vous aimez l'histoire de l'art. L'histoire se répète bien trop souvent et la bande dessinée est parfois là pour nous le rappeler, comme le prouve notre coup de cœur suivant, Le Match de la Mort, album traduit de l'espagnol par Alexandra Carrasco et édité chez Les Arènes BD. En effet, c'est à Kiev, en Ukraine, que le lecteur est transporté, mais nous sommes alors en 1942, dans une capitale administrée par le régime nazi depuis l'opération Barbarossa. Un match se déroulant entre une équipe ukrainienne et une allemande ouvre l'album, match que semblent maîtriser et dominer les Ukrainiens qui tiennent là l'occasion de prendre la revanche sur l'envahisseur allemand. Pour mieux comprendre les enjeux de ce match et cette compétition, le titre nous propose de revenir une année en arrière pour découvrir les protagonistes de cette rencontre et le contexte dans lequel celle-ci va se jouer. Octobre 1941, pendant qu'Hitler se glorifie de ses succès sur le front de l'Est, dans le camp de concentration de Darnitsa, nous y retrouvons un grand blond à l'allure sportive, un certain Oleksiy Klimenko, entouré d'anciens camarades du Dynamo de Kiev, club réputé proche du parti communiste à l'époque. Considérés comme des prisonniers peu dangereux, Klimenko et certains de ses camarades sont remis en liberté, embauchés dans une boulangerie que tient Joseph Kordik, ce dernier décidant de monter une nouvelle équipe de foot, baptisée FC Start, pour participer à un tournoi qui va voir s'affronter plusieurs équipes. On y retrouve les Allemands du Flakelf, équipe qui donnera lieu à ce fameux match de la mort qui se jouera le 6 août dans un premier temps, puis le 9 août pour une sorte de revanche après que les Allemands aient pris un 5-1 3 jours plus tôt. Tentative d'intimidation à la mi-temps, gardien molesté par l'attaquant adverse sans que l'arbitre n'y trouve rien à redire, si d'un côté on a la fierté de jouer pour une équipe ukrainienne contre l'envahisseur allemand, de l'autre, la seconde défaite du 9 août reste en travers de la gorge. C'est ainsi que le duo, composé de Pepe Galvez au scénario et Guillaume Esrich, dont c'est ici la première bande dessinée au dessin, fait revivre cette page d'histoire dont une statue perpétue la mémoire à l'entrée d'un stade de Kiev. Le scénario, plutôt bien ficelé, fait des allers-retours dans la chronologie pour mieux nous faire comprendre comment on va en arriver à ce fameux match du 9 août 1942 et les conséquences qu'il va avoir. Le dessin semi-réaliste d'Esrich manque parfois un peu de dynamisme, mais avec une patine un peu rétro qui se retrouve dans les couleurs et son style ligne claire qui caractérise bien les personnages, ça reste un véritable plaisir de se plonger dans ce titre. C'est ici l'occasion de découvrir une page de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, le témoignage d'une résistance passive qui passe par le sport et qui résonne encore aujourd'hui dans une ville que l'histoire n'épargne décidément pas. C'est encore une histoire réelle qui a donné l'idée de l'album suivant, La vie de Stephen Ward, qui a inspiré le duo Jean-Luc Fromental au scénario et l'américain Miles Hyman au dessin. Titre de cet ouvrage, une romance anglaise, un album qui mélange avec subtilité la politique, le sexe et l'espionnage autour de la figure de Stephen Ward, ostéopathe et portraitiste, qui a eu une vie bien singulière. C'est à Londres que nous transporte cette bande dessinée dans le Londres des années 60, avec en arrière-plan politique de cet ouvrage, la guerre froide qui voit les Anglais être rangés du côté des Américains. Ce détail a son importance car le docteur Ward, qui est un jouisseur de la vie, va se retrouver au centre d'une bien drôle d'affaire qu'il essaye d'éclaircir sur bande magnétique alors que dans le même temps se tient son procès. C'est donc sa version qui nous est proposée, lui qui nous replonge au début des années 60 pour essayer de nous faire comprendre comment il s'est retrouvé dans une affaire des plus crapoteuses. Libertin assumé, le docteur Ward aimait les femmes plus que de raison, et le jour où il rencontre Christine Killer, il lui propose de vivre à ses côtés dans une forme de couple qui ressemble plus à une relation frère-sœur que mari-femme. Heureux de la voir évoluer et s'épanouir à ses côtés, il voit aussi en Christine la possibilité d'approcher un autre cercle que le sien, et c'est ce qui arrive le jour où la jolie brune rencontre Evgeny Ivanov, attaché à l'ambassade du RSS en Angleterre. Il faut dire que dans le même temps, la belle vit une liaison secrète avec John Profumo, secrétaire d'État à la guerre, marié, liaison qui débouchera sur l'affaire Macmillan du nom du chef du gouvernement d'alors. Si Stephen Ward sera rapidement écarté de cette affaire au niveau politique, sa passion pour les femmes qu'il fréquentait assidûment lui vaudra d'être jugé pour proxénétisme
proxénétisme par une Angleterre qui ne rigole pas avec la morale. S'appuyant sur des faits réels, le scénario de Fromental brode son récit autour de la figure de Stephen Ward pour nous présenter un homme beaucoup plus passionné par les femmes que par le pouvoir en réalité. Si ce scénario demande une bonne concentration pour ne pas perdre le fil de cette histoire à tiroir, le dessin très élégant de Miles Hyman est un véritable ravissement pour les yeux. Nous entraînant dans ce roman graphique d'espionnage avec son récit caractéristique, dont la patine un peu rétro correspond parfaitement à l'ambiance du titre, on passe au final un très bon moment de lecture. Ce sont les éditions Dupuis, dans la fameuse collection Air Libre, qui publient cette romance anglaise, un vrai coup de cœur pour nous sur lequel vous pouvez vous précipiter, puisque le titre est disponible depuis le 7 octobre dernier. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Dans cet épisode, il est question de la réédition dite définitive, qui contient alors une histoire inédite en supplément du fameux Dracula que l'on doit à George Bess. Adaptant le célèbre roman de Bram Stoker dans un sublime et élégant noir et blanc, Bess propose de replonger dans cette histoire patrimoniale pour découvrir ou redécouvrir le vampire le plus célèbre de la littérature mondiale. C'est donc à la fin du 19e siècle, dans une région que l'on appelle la Transylvanie, que nous entraîne une bonne partie de cette aventure qui fait glacer le sang, friandise préférée du héros de ce récit. Jonathan Harker est un clerc de notaire travaillant à Londres que l'on a dépêché dans la région des Carpates pour mener à bien une vente immobilière juteuse au nom du comte Dracula. Celui-ci, que les habitants de la région redoutent plus que tout, est un homme mystérieux vivant essentiellement la nuit et sur lequel court un certain nombre de légendes. C'est en arrivant dans son grand château et en découvrant le personnage dès le premier soir que Jonathan commence à comprendre pourquoi les villageois lui ont remis un chapelet avant de se rendre dans la demeure du comte. Pendant ce temps, la belle Mina, la fiancée du clerc de notaire, restée en Angleterre, se languit de revoir rapidement son bel amoureux dont elle ignore qu'il est retenu prisonnier dans le château de Dracula. C'est que la demeure du comte est des plus mystérieuses, il est impossible d'en sortir et l'exploration de celle-ci fait tomber Mr. Harker sur de mystérieuses pièces, dont la chambre de Dracula que semblent hanter les succubes. Le dessin de George Bess, qui étale parfois les décors inquiétants imaginés par Bram Stoker sur une double page, participe grandement à l'atmosphère très inquiétante de ce Dracula que l'on prend plaisir à redécouvrir. Il met en scène dans une seconde partie la chasse aux monstres, qui a pris les traits du Nosferatu, chasse organisée par le professeur Van Helsing, qui compte bien se débarrasser définitivement du suceur de sang le plus célèbre de la littérature. Entre la Transylvanie et les faubourgs londoniens, le lecteur suit avec passion la découverte de Dracula et sa traque tout au long des 224 pages de cette réédition. Accompagné de l'adaptation en bande dessinée d'une nouvelle intitulée L'invité de Dracula, l'album invite aussi le lecteur à découvrir croquis et études réalisés par George Bess en marge de la préparation de l'album. Avec sa couverture noire et rouge sang, qui permet de ne pas la confondre avec la version d'origine sortie il y a 3 ans, voilà un titre de grande qualité qu'il faut absolument avoir dans sa BD Tech. C'est qu'avec un style graphique volontairement rétro, qui rappelle les anciens comic books, George Bess réalise certainement l'une des plus intéressantes adaptations littéraires de ces dernières années en bande dessinée. Ce sont les éditions Glénat qui publient ce Dracula que l'on vous recommande chaudement, un titre de retour en librairie depuis le 19 octobre dernier. C'est ainsi que se termine ce 138e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie du titre La Dernière Reine, album que nous devons à Jean-Marc Rochette et aux éditions Casterman. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebuller.podcast où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille afin que le Buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 14 novembre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.